Bonsoir à toutes et à tous, plaisir de vous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct dans l'échiquier international pour décrypter avec nos invités ce soir un sujet d'actualité. Restez avec nous. Et ce soir, je vous propose de regarder de plus près la situation au Proche-Orient. C'est une explosion de violence multifront, celle qu'a provoquée ces derniers jours l'entité sioniste. Depuis mercredi dernier, les événements s'enchaînent. La violente éruption menée par les forces d'occupation sionistes dans la mosquée d'Al-Aqsa a carrément mis le feu aux poudres. Une énième agression qui s'est avérée de trop, puisque tout le week-end, les affrontements sur l'esplanade des mosquées ont été d'une violence inouïe. La bande de Gaza a également été bombardée. L'armée d'occupation sioniste a mené des frappes également au sud Liban. Et ce dimanche matin, elle a eu pour cible la Syrie. Comment expliquer donc ces agissements de la part de l'entité sioniste dans un contexte particulièrement tendu dans la région? Une chose est sûre, dans la conjoncture actuelle face à Israël, on retrouve ce qu'on appelle désormais l'axe de résistance, terme employé pour désigner, vous le savez, les mouvements palestiniens, libanais et du Hezbollah et palestiniens, pardon. D'ailleurs, les chefs du Hezbollah et du Hamas étaient réunis à Beyrouth ces dernières heures pour justement évoquer ces derniers développements dans la région. À quoi peut-on s'attendre désormais? Se dirige-t-on vers une nouvelle confrontation dans la région, dans un contexte où l'entité sioniste, vous le savez, se retrouve dans une posture difficile au regard de plusieurs facteurs que nous allons développer tout au long de cette émission avec nos invités. On a le plaisir de recevoir depuis Al-Quds occupée Madame Houda Iman, militante palestinienne. Bonsoir. Bonsoir. Hamdan Damiri, coordinateur des Palestiniens en Belgique, est également avec nous. Bonsoir, monsieur Hamdan Damiri. Bonsoir. Et Badis Khenissa, analyste politique expert en relations internationales, nous rejoint depuis Paris. Bonsoir, Badis Khenissa. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, on va commencer d'abord par faire le point de la situation après ces violences intervenues tout ce week-end. Houda Imam, je suppose que la situation est toujours sous tension. Oui, la situation, effectivement, à Jérusalem est très tendue, malgré le fait que, normalement, pendant Ramadan, le mois sacré donc de musulmans, les gens sont en train de jeûner et après la prière, le soir, il y a encore la prière de Tarawih. Les jeunes vont célébrer et manger leur dessert à la porte de Damas. Oui. Mais même ça, même ce genre de récréation pour les jeunes Palestiniens à Jérusalem, c'est interdit parce que Israël, c'est bien connu, c'est très visible maintenant sur les réseaux sociaux, alhamdoulilah, que tout le monde peut voir la vérité, la violence confrontée par Israël, tout ce qui est vraiment très très moche, malgré le fait aussi que c'est leur fête. Jérusalem aussi aujourd'hui célèbre pour les latins Pâques, et pour l'orthodoxe on célèbre aussi dimanche de Rameau, Ahad al-Sha'nina. Oui. Donc c'est vraiment triste de voir cette ville, comme on dit, 3 fois sainte. Alors dites-nous, racontez-nous, est-ce qu'il y a eu des mesures de sécurité qui ont été installées par les forces d'occupation sionistes après ce qui s'est passé ce week-end à Al-Quds occupée? C'est-à-dire que Israël a décidé encore une fois d'accentuer, d'escalader la violence. Au lieu de penser à une solution peut-être stratégique pour calmer la situation, en fait, Israël, donc l'entité, oui, d'occupation, la colonie, l'apartheid, tout ce que vous voulez, on peut les appeler.
interdit les gens, les Palestiniens de Cisjordanie d'entrer à Jérusalem. Et ils ont interdit, bien sûr, tous les permis qui étaient donnés pour les gens de Gaza également. Oui. Et ils ont fermé les territoires, ils ont fermé tous les barrages. D'habitude, il y a toujours des checkpoints, des barrages entre Jérusalem et Bethléem, qui est seulement à 7 km de Jérusalem. Et il y a le barrage de Kalandia, le checkpoint entre Jérusalem et Ramallah. Et malheureusement, tout est complètement fermé jusqu'à qu'ils décident que peut-être la semaine prochaine, une fois leur fête est terminée, ils vont peut-être un peu soulever cette clôture. Mais juste pour dire que Jérusalem est toujours fermée pour la majorité des Palestiniens. Très bien. Donc après le calme précaire qui règne ces dernières heures à Al-Quds occupé, donc ce calme n'a été que de courte durée, puisque l'entité sioniste, l'armée d'occupation, a bombardé le sud du Liban. Elle a bombardé également la Syrie ce dimanche. Hamdan Damiri, comment expliquer ces agissements de la part de l'entité sioniste dans le contexte actuel ? En fait, c'est ce qu'on appelle le plan israélien, le plan de ce nouveau gouvernement israélien arrivé au pouvoir suite aux élections le mois de novembre l'année passée. Israël est gouverné maintenant par une majorité dans laquelle, d'abord, cette majorité, dans ses différents composants, c'est une majorité extrêmement extrémiste. Mais à l'intérieur de cette majorité, vous avez deux partis qui le disent clairement, ouvertement, leur plan. Et leur plan, c'est de vider le territoire palestinien de ses habitants. C'est la raison pour laquelle, dans le plan de ces deux, partis politiques, de Ben Rafir et de l'autre, il est à l'ordre du jour, justement, pas seulement l'intensification de ce qu'on appelle la colonisation dans le territoire occupé, mais aussi de rendre la vie des Palestiniens, surtout dans la ville de Jérusalem, c'est ce qu'ils ont dit, hein, c'est l'enfer. Donc ils veulent rendre la vie comme si c'est l'enfer total pour les Palestiniens dans le territoire occupé. Oui. Mais seulement, les choses ne s'arrêtent pas là, parce que les Palestiniens font partie de ce qu'on appelle le monde arabe, et Israël, il est entouré par d'autres pays. Oui. C'est le Liban, c'est la Syrie, c'est la Jordanie, c'est l'Égypte, etc. Et maintenant, les Israéliens, à mon avis, ils sont dans une logique complètement qui les pousse au niveau du gouvernement, je dirais, soit à exporter leurs problèmes internes, et on sait très bien qu'il y a des problèmes internes en Israël par une partie des Israéliens qui refusent toute, je dirais, modification de tout ce qui est juridique en Israël, mais aussi il y a l'entrée de ces deux partis politiques dans la nouvelle majorité. Alors justement, J'aimerais poser la question à Badis Renissa. Est-ce que ces problèmes internes dans l'entité sioniste expliquent justement ces agissements, ces derniers agissements de la part donc de l'entité sioniste vis-à-vis des Palestiniens, mais également des voisins? Alors, si vous me permettez, tout d'abord, je tiens à exprimer de cette tribune et sur votre chaîne, en tout cas, notre soutien indéfectible et inconditionnel à la cause palestinienne. Mes pensées vont justement à nos frères et sœurs en Palestine. Écoutez, je pense que de votre d'ailleurs tribune et de votre plateau et de votre chaîne à l'époque, au lendemain de l'élection de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre, j'avais évoqué effectivement que le scénario serait prévisible et que ce ne serait que un sursis à la paix des dînes, comme l'avait appelé à l'époque le roi Hussein. Et aujourd'hui, nous faisons face effectivement peut-être à une violence ultra radicale, mais à un détail près, comme votre invité l'a souligné à juste titre, nous assistons aujourd'hui à un gouvernement d'ultra-droite, ultra-nationaliste, j'irai plus loin, et c'est peut-être l'arroseur arrosé aujourd'hui, nous assistons à un judaïsme politique, effectivement, dans lequel il y a un projet politique avec des fondations
ultra-orthodoxe, et d'ailleurs qui dénie complètement la démocratie, puisque, rappelons-le, et ça c'est parmi aussi les enjeux aujourd'hui pour les Benyamin Netanyahou, qui ne jouit pas d'une victoire politique aujourd'hui, puisqu'il revient avec un passif, un bilan, rappelons la guerre de Gaza en 2014, où il a essuyé des échecs sécuritaires, militaires et autres. Donc il revient, si vous voulez, avec un plan bien défini, qui plus est aujourd'hui appuyé par peut-être une directive qui sauverait son alliance, puisqu'on parle d'alliance radicale, qui lui a permis d'ailleurs de se mettre sur le trône du poste de Premier ministre. Je rappelle qu'effectivement, en politique interne, il n'est pas non plus en position de force, puisqu'il est fragilisé par plus de 14 semaines de manifestations de plus de centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent tous les soirs contre la réforme judiciaire, qui, pour beaucoup, la trouvent opposant et même ancien soutien du Premier ministre Netanyahou comme un déni de la démocratie, un levier contre justement le système judiciaire, comme pour dire qu'effectivement, il revient dans un esprit revanchard contre cette même justice qui l'a condamné quelques années en arrière. Donc, je pense que c'est un scénario, effectivement, du bis repetita, un éternel recommencement, malheureusement aujourd'hui, que le peuple palestinien subit les affres, subit les génocides, subit les assassinats, subit effectivement les violations des droits fondamentaux, à savoir jouir d'une place, jouir d'une mosquée, puisque celle qui a mis la poudre au feu, effectivement, c'était la prise d'assaut, mais pas que au lendemain justement de l'installation de ce gouvernement. Rappelons-nous la marche sur l'esplanade de la mosquée du ministre de la Sécurité à l'époque, qui avait effectivement, dans un acte de provocation, jeté de l'huile sur le feu. Mais encore une fois, c'est un peu le modus operandi de ce gouvernement qui cherche l'affrontement, qui cherche justement la confrontation directe pour occulter éventuellement ou peut-être apporter quelques manœuvres dilatoires comme il le sait le faire depuis quelques années. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec peut-être une approche beaucoup plus radicale, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ce judaïsme politique qui gangrène effectivement la scène politique israélienne et auquel beaucoup d'Israéliens d'ailleurs essayent ou tentent de s'y opposer, puisqu'ils savent pertinemment que par le passé, dans d'autres pays, nous avons vu les répercussions, quand on sait qui plus est qu'aujourd'hui, il y a un peuple qui vit dans une prison à ciel ouvert. Alors, que peut-on attendre de cette radicalité du gouvernement sioniste après je pose justement la question à Houda Imam. Après ce qui s'est passé dernièrement dans les territoires, on va dire, dans l'entité, au sein de l'entité sioniste, avec cette réforme judiciaire qui est controversée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette radicalité du gouvernement de Netanyahou actuellement? En fait, Netanyahou, il est déjà, il a vraiment pas besoin absolument de changer tout ce qui est législatif, parce que ça soit le réforme actuelle ou le réforme et les structures législatives qu'il veut, lui, arriver à avoir. C'est presque pareil en ce qui concerne les Palestiniens. Et les Palestiniens aussi, les Palestiniens occupés en 67 et également les Palestiniens occupés en 48, c'est qui ont le passeport, la citoyenneté israélienne. Et ça ne va pas changer grand-chose pour l'occupation, pour nous, pour les Palestiniens, pour la Cisjordanie, pour Gaza. En fait, c'est tout à fait interne. C'est un petit peu une manière de détourner, en agressant justement les Palestiniens actuellement, c'est une manière de détourner justement l'opinion publique vers ce qui se passe en Palestine occupée, au lieu de parler justement de cette réforme controversée. Oui, effectivement, lui, il a juste, comme on le sait très bien, les protestations, ils se sont réduits un tout petit peu depuis la semaine dernière, depuis que Netanyahou a vu, effectivement, il a réalisé que où il va perdre son poste carrément. Et on va l'enlever comme un soulèvement. On enlève le Premier ministre. Mais il a fait très vite
le geste de la déclaration de dire on va geler un peu la décision. Oui. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui ont aussi eux-mêmes réalisé que, en fait, c'est gelé, c'est momentanément, c'est temporaire. Et donc, on va revenir à nos protestations. Après, Mais oui. il y a très peu d'Israéliens, il faut le dire, qui disent quand même, mais il n'y a pas seulement ça, il n'y a pas seulement tout ce qui est législatif à réformer ou à ne pas réformer. Il y a aussi l'occupation, il y a la justice, il y a tout ce qui se passe. Mais malheureusement, il y a très, très peu d'Israéliens de gauche aujourd'hui qui créent des campagnes, qui initient des campagnes contre le gouvernement. Contre le gouvernement de Netanyahou. Justement, Monsieur Hamdan Damiri, votre point de vue sur la position dans laquelle se trouve actuellement le gouvernement sioniste de Benjamin Netanyahou? En fait, quand on voit les répartitions des sièges à l'intérieur de ce qu'on appelle la Knesset, c'est-à-dire le Parlement israélien, sur 120 parlementaires, vous avez 63 qui composent la majorité actuelle. Dans les 63, vous avez 2 partis qui ont 14 sièges. Autrement dit, sans les 2 partis, Netanyahou demain, il est démissionnaire, forcément. Donc Netanyahou, il est face à un problème. D'un côté, il doit, comment dirais-je, honorer ses engagements vis-à-vis de 2 partis qui sont lesquels il n'y a pas de majorité en Israël actuellement. Oui. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, à mon avis, c'est que Netanyahou, il a des problèmes personnels aussi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que la réforme, je dirais, judiciaire en Israël, elle est entamée côté parlementaire israélien, et justement pour sauver un peu son avenir politique, parce que Netanyahou, il est poursuivi par des plaintes, etc., etc. Il peut risquer même l'emprisonnement, comme ça a été fait avec un autre premier ministre israélien. Oui. Donc il y a plusieurs années d'ici, qui était en prison pendant un certain temps. Donc Netanyahou, il est face à ce problème. Soit comment dirais-je, il abandonne ce qu'on appelle les réformes actuelles en Israël, oui. Et à ce moment-là, il aura un problème avec les 2 partis, qui sont lesquels il va perdre la majorité, donc autrement dit, il va être démissionnaire, ou bien il va honorer ses engagements vis-à-vis de ces 2 partis. Donc cette fragilité dans laquelle se retrouve actuellement le gouvernement de Netanyahou explique un petit peu ces agressions. Absolument, à mon avis, c'est ce qu'on appelle exporter un problème interne à un gouvernement vers les autres fronts, vers les Palestiniens au début, mais maintenant le Liban, d'une manière ou d'une autre, il est dans l'affaire, parce qu'on sait très bien que ça peut élargir ce conflit-là si jamais Netanyahou prend le risque d'aller attaquer le Liban sérieusement, parce que la riposte israélienne par rapport des missiles qui étaient tirés de ce Liban, c'est lamentable, parce qu'on a vu qu'est-ce qu'il a causé, la riposte israélienne. Il y a quelques chèvres et quelques poules qui étaient mortes à cause je dirais, des missiles israéliens tirés par les avions. Et sinon, c'était pas sérieux. C'était une manière de dire, ne voulons pas élargir, comment dirais-je, l'affrontement avec Hezbollah, surtout, parce que Netanyahou sait très bien, s'il entre dans un conflit avec Hezbollah, les risques, c'est pas... Voilà. On va parler des risques avec Badis Renissa. Justement, Ismaël Haniyeh était à Beyrouth pour rencontrer le chef du Hezbollah. Quel risque? Est-ce qu'on risque une confrontation avec ces pays? Monsieur Badis Renissa, comment voyez-vous les choses? Permettez-moi d'abord de revenir sur la réforme judiciaire. On ne peut pas la décorréler, si vous voulez, par rapport au grand projet de Benjamin Netanyahou,
dois-je dire, plutôt de son alliance radicale. Puisque cette réforme, juste pour nos téléspectateurs, pour plus de clarté, c'est une espèce de veto, quelque part, un droit de veto sur les actions de la Cour suprême. C'est autrement dit, c'est pour avoir les mains libres à Benjamin Netanyahou dans le futur pour pouvoir effectivement mettre en exergue, en place son plan machiavélique sur le grand projet du Grand Orient sans être soucié justement par cette opposition et donner plus de pouvoir effectivement au Parlement, donc le Knesset majoritairement par les partis radicaux. Pour revenir au risque, effectivement, on ne peut pas parler justement de cette escalade de tension, mais surtout cette de violence, et surtout à venir, notamment en matière de scénarios catastrophiques. Benjamin Netanyahou aujourd'hui a ouvert 3 portes ou 3 fronts de bataille, ou dois-je dire 3 portes de l'enfer, effectivement, puisque ça aura des répercussions forcément sur sa politique sécuritaire et militaire, puisque lui-même avait subi, comme j'expliquais en introduction, en 2014, mais aussi vis-à-vis du Liban en 2006. D'ailleurs, avec le Liban, auquel techniquement ils sont en état de guerre depuis 2006. Mais aujourd'hui, peut-être avec cette espèce de surenchère irresponsable, comme il l'a été tout le temps, par quête justement d'appât, de gains et de victoires politiques internes et extérieures aussi. Mais encore une fois, cette escalade de violence aussi peut-être sous-entend en filigrane l'impuissance aussi des États-Unis et peut-être son retrait davantage période après période, surtout au lendemain de l'élection de Joe Biden, puisqu'aujourd'hui, pour les États-Unis, pour 2 ou 3 facteurs importants. Le premier, c'est d'abord sur du court terme, les États-Unis sont plus préoccupés de la crise ukrainienne et de la Russie. À long terme, la Chine et surtout l'Asie-Pacifique. Et également, puisque aujourd'hui, ils sont un peu embêtés, la marge de manœuvre aux États-Unis, elle est très réduite, puisqu'ils sont au lendemain justement d'élections présidentielles en 2024, au-delà bien évidemment de certains posture, un héritage de Trump, notamment sur l'ambassade de Jérusalem américaine, qu'elle soit déplacée à Jérusalem, et aussi Jérusalem comme capitale de l'entité sioniste. Donc un héritage lourd vis-à-vis des États-Unis qui peut-être a aujourd'hui conduit à cette escalade sans précédent, bien évidemment. Alors justement, Baptiste Renissa, permettez-moi, donc on regarde de ce nouveau contexte, de cette nouvelle donne géopolitique au Proche et au Moyen-Orient dont vous parlez. Est-ce qu'on peut dire que l'existence de l'entité sioniste se trouve actuellement plus que jamais mise en péril? Une chose est sûre et certaine, que l'entité sioniste aujourd'hui est plus isolée que jamais, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, les États-Unis, certes, effectivement, comme l'Occident, dans son 2 poids 2 mesures, a affirmé son soutien et son droit à l'entité sioniste de se défendre contre toute agression. Mais dire en fait qu'aujourd'hui on met un peu le bourreau et la victime au même piédestal, c'est un peu invraisemblable. Mais oui, effectivement, l'entité sioniste aujourd'hui peut-être par aussi son unilatéralisme, notamment surtout sur la question des colonies, puisqu'elle a été reprochée à maintes reprises par Blinken lors de ses déplacements, même aussi par les affaires étrangères et la présidence américaine. Donc c'est dire effectivement, au-delà de cela aussi, en perspective, vous avez les fameux accords d'Abraham, puisqu'aujourd'hui certains même considèrent que c'est un sabotage envers ces accords. Rappelons que récemment, l'entité sioniste a organisé un dîner, un iftar, entre parenthèses, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, excusez-moi l'expression, et dans lequel certains ambassadeurs, notamment d'une manière singulière et pour une première, les Émirats et d'autres pays, notamment qui avaient normalisé leurs relations, n'y ont pas assisté pour des raisons bien évidemment diplomatiques et d'agenda. Mais nous savons pertinemment qu'effectivement cela a des répercussions négatives sur ces accords, puisqu'aujourd'hui ces pays-là ne peuvent plus faire machine arrière. Soutenir un projet qui met en exergue clairement un projet radical, un projet justement violent, un projet d'oppression et d'occupation sous le thème de la judaïsation de la région. Hamdan Al-Damiri, sur l'isolement dans lequel se trouve actuellement l'entité sioniste. Pas vraiment. Au niveau de l'Occident, il y a toujours le soutien occidental pour Israël. On le voit dans les institutions internationales. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on est face à une nouvelle donne géopolitique dans la région? La nouvelle donne, l'Occident n'a pas la même importance que l'Occident il y a une vingtaine d'années, ou surtout à l'époque où il y avait George Bush qui prenait l'initiative d'aller occuper un pays qui s'appelle l'Irak, un autre pays qui s'appelle l'Afghanistan, etc., etc. Nous ne sommes plus dans cette situation-là. Nous sommes dans un monde qui bouge. Et d'ailleurs, à mon avis, la guerre en Ukraine
avec la Russie. L'objectif, c'est justement que l'Occident essaye, surtout les États-Unis, essayent de rester ou maintenir la situation précédente, mais le monde, c'est le monde. Le monde, il est en train d'évoluer, de se modifier par la force des choses et par conséquence, même l'Occident qui couvre Israël, cet Occident-là n'a pas la même importance, les mêmes capacités il y a une vingtaine d'années d'ici. Merci. Donc nous sommes dans un monde, à mon avis, moi je suis de ceux qui sont optimistes au niveau international parce qu'au niveau géopolitique, le monde il est en train de se modifier. Je dirais le centre mondial, économique, commercial n'est plus notamment dans cette région du Moyen-Orient. Merci Hamdan Damiri pour votre contribution dans cette émission. Je remercie également Badis Khenissa d'avoir participé dans ce numéro de l'Échiquier international. Et merci à Madame Houda Imam qui était avec nous depuis Al-Quds occupé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.